Pour parler de ce sujet des IVG chez les mineurs, je vais faire appel régulièrement au rapport ministériel que nous avons coécrit avec Sophie Marinopoulos et Israël Nizan en début 2012 et que nous avons coécrit à la demande de la secrétaire d'État à la jeunesse, qui était à ce moment-là Jeannette Bougrab. Alors, si on revient, on ne va pas revenir sur la loi Veil, mais on va revenir sur cette loi du 4 juillet 2001 à laquelle a participé Israël. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte, puisque dans cette loi, on parle non seulement de l'IVG, mais aussi de la contraception, et aussi rappelle la nécessité de l'application de la loi sur l'information à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire. C'est un thème qu'il tient beaucoup à développer et nous ne cessons de le faire. Et dans ce rapport justement que nous avons remis à Jeannette Bougrab, une grosse partie de ce rapport, qui a d'ailleurs été publié chez Odile Jacob, vous avez vu le livre sur la première diapositive, Israël a vraiment beaucoup développé cette information à la vie sexuelle et affective. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus dans cette loi du 4 juillet? C'est bien sûr encore et toujours faciliter l'accès à l'IVG. Certaines mesures importantes, c'est la dépénalisation, c'est bien sûr l'allongement du délai à 14 semaines, c'est l'arrivée de l'IVG médicamenteuse en ville, mais surtout aussi, c'est la libre décision des mineurs, avec la possibilité pour les mineurs de faire un choix de personnes majeures qui vont l'accompagner. Et surtout, c'est aussi la disparition de l'obligation de l'entretien psychosocial, qui n'est plus obligatoire, mais qui reste obligatoire pour les mineurs. Donc, on fait vraiment en sorte dans cette loi que l'autonomie des mineurs soit totalement garantie. Elles ont le droit d'avorter avec ou sans le consentement des parents, tout en sachant qu'on essaie toujours d'obtenir le consentement, que c'est toujours important pour cette mineure de pouvoir éventuellement être accompagnée par un de ses parents. Quoi qu'il en soit, si ça n'est pas possible, elle peut avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse de façon anonyme et gratuite à partir du moment où elle est accompagnée d'une personne majeure de son choix. Alors évidemment, les structures, elles doivent être vraiment particulièrement bien formées pour encadrer l'interruption volontaire de grossesse chez les mineurs. Il faut qu'il y ait une vraie adhésion et une formation de l'ensemble du personnel. Et si cette mineure n'a pas d'adulte référent, pourquoi pas éventuellement choisir quelqu'un de l'équipe qui sera cette personnalité majeure qui l'accompagnera. Il faut vraiment faire en sorte que les accès soient faciles avec un délai de rendez-vous très court. Pourquoi? Ici encore plus qu'ailleurs, parce que les grossesses chez les mineurs souvent sont découvertes de façon un peu tardive. Il faut bien sûr qu'il y ait une disponibilité d'échographie. On va faire la détermination groupe sanguin, dépistage des IST. Les IST ont à être dépistés dans ce cadre. On va bien sûr donner la possibilité du choix de la méthode et s'intéresser dès à présent, dès le départ, à ce qu'on va envisager comme contraception ultérieure. Enfin, je l'ai écrit en rouge, il y a un entretien psychosocial qui est obligatoire et qui est là surtout pour accompagner, déculpabiliser, et il y aura un délai de 48 heures, alors qu'il n'y a plus de délai aujourd'hui dans les demandes d'interruption volontaire de grossesse chez les majeurs. Alors, il reste le problème de l'anesthésie. C'est vrai que quand on a commencé à envisager cette possibilité, les anesthésistes étaient très en retrait en disant bon, non, une anesthésie générale sans le consentement des parents, non, moi je ne suis pas d'accord. Et donc, on a interpellé la Société française d'anesthésie et de réanimation qui, en 2001, a bien dit que cette anesthésie générale relevait à l'évidence des actes médicaux liés à l'IVG et que donc, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas être effectuée, même sans le consentement des parents. Alors, on peut faire une IVG médicamenteuse chez une mineure en ville, puisqu'on a un réseau de praticiens en ville conventionnés. On peut obtenir la gratuité et l'anonymat, puisqu'on a la possibilité d'utiliser une feuille de soins papier avec un NIR spécifique, un code clé de sécurité sociale. Mais c'est quand même pas ce qui se passe le plus fréquemment parce qu'il y a quand même un problème de contexte, d'entourage, du vécu de cette fausse couche, de la douleur, de l'hémorragie. Donc c'est vrai que nous avons tendance, et je pense que sans doute pour ceux qui travaillent en orthogénie ici, nous avons plutôt tendance à les entourer, à les garder avec nous, même dans le cadre de l'IVG médicamenteuse. Alors,
est-ce qu'il y a vraiment une modification de l'âge des premiers rapports sexuels ? Vous voyez, ce qui a changé, c'est quand même le rapprochement de l'âge du premier rapport sexuel entre les filles et les garçons. Mais on est toujours, encore aujourd'hui, avec l'idée que ce premier rapport sexuel se situe environ à 17 ans. Le nombre de naissances chez les mineurs, est-ce que ça a vraiment beaucoup bougé ? Vous voyez les chiffres ici entre 1995 et 2010. On est toujours à un peu plus de 500, 533 en 1995, 529 en 2010, avec un petit pic dans les années 2000, mais on est toujours à un petit peu plus de 500 grossesses menées à terme chez les mineurs. Alors, évidemment, on se plaint toujours de cette stabilité du nombre d'interruptions volontaires de grossesse. On se dit, mais comment se fait-il qu'on est toujours avec ce nombre qui reste stable ? Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on n'est pas totalement inefficace sur le plan de la prévention, puisqu'il y a moins de grossesses débutées, mais que quand on regarde le nombre de femmes qui vont avoir accès à une interruption volontaire de grossesse dans une grossesse non désirée, quand on regardait le pourcentage de femmes qui demandaient une interruption volontaire de grossesse dans ce cadre, dans les années 75-80, c'était 40% des femmes. Aujourd'hui, on est à 60% et certainement encore davantage chez les mineurs. Alors voilà les chiffres du nombre d'interruptions volontaires de grossesse, et les premières colonnes de 15 à 17 ans. Vous voyez que quand on a rédigé ce rapport, on avait une augmentation du nombre de demandes d'interruption volontaire de grossesse, puisque ce rapport a été rédigé en 2011, et vous voyez, ça ne cessait d'augmenter entre 90, 2000 et 2010. Et puis si on regarde, on voit bien que maintenant, depuis 2010, on a une inflexion avec une diminution du nombre de demandes d'interruption volontaire de grossesse chez les 15-17 ans, mais aussi chez les 18-19. Par contre, il faudrait que vous regardiez quand même si ce n'est pas le sujet, ça augmente chez les femmes entre 25 et 40 ans dans toutes les tranches d'âge. Alors, si on regarde un petit peu le nombre de demandes d'interruption volontaire de grossesse en fonction des régions, mais toutes les régions ne sont pas au même chiffre, au même taux d'interruption volontaire de grossesse. Vous voyez la dernière colonne, les IVG pour 1000 femmes. Alors on a l'Alsace, où on est à 6,6. Et puis on a le PACA, où on est, vous voyez, à 10,6. Puis alors, il y a surtout les DOM, avec des chiffres qui sont vraiment majeurs, où on peut arriver à 30. Donc c'est très inégal. C'est très inégal parce que sans doute la prévention, elle n'est peut-être pas faite de la même manière dans toutes les régions. Alors cette prévention, elle est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce que la mineure, c'est une adolescente. L'adolescence, c'est une seconde naissance, c'est une véritable mutation, des transformations biologiques, psychologiques, sociales, et c'est une période d'extrême vulnérabilité. Je vous parlais tout à l'heure de notre rapport. Donc, dans notre rapport, nous faisions une proposition d'une consultation pour les mineurs entre 15 et 18 ans, une première consultation avec demande de contraception. Et nous demandions à ce que cette consultation puisse être menée avec suffisamment de temps, puisse être menée par des professionnels formés, et nous demandions à ce qu'elle puisse être cotée C2. Vous voyez dans les propositions de la Convention nationale, la toute récente d'août, il est proposé une consultation de contraception et de prévention qui serait cotée C2 et remboursée par la Sécurité sociale. C'est une période particulièrement difficile parce que c'est une période d'une extrême violence où ces jeunes filles sont dans l'urgence, le passage à l'acte. On a beaucoup d'indicateurs qui montrent cette souffrance psychologique, c'est les addictions, les dépressions, les tentatives de suicide, mais aussi, bien sûr, les conduites à risque sexuel. Et puis, il faut bien savoir qu'il existe une vraie asymétrie entre une compétence sexuelle acquise très tôt, vous avez une fille sur 2 à 13 ans peut mener à terme une grossesse, et une immaturité psychologique, alors qu'on est dans une société où le sexe est partout. Et il est beaucoup plus difficile pour les ados de nos jours de retarder la réalisation de leurs rêves érotiques, accentuée par cette exposition dont on parle régulièrement et de plus en plus, et c'est très bien, à la pornographie. Regarder un film pornographique est devenu pour beaucoup de jeunes le premier rite de passage vers la sexualité. Vous voyez les chiffres ici, ces chiffres que je retrouve dans le rapport à l'égalité homme-femme dont on va parler tout à l'heure. Vous voyez, 61% des garçons à 16 ans et 45% des filles ont déjà regardé un film. Ils ne sont pas tombés sur des images, ils ont vraiment regardé. Et un enfant sur 2,
je dis enfant, un ado sur 2, a commencé à voir des images pornographiques bien avant 13 ans. On sait que les premiers rapports sexuels, si la moyenne c'est 17 ans, la moitié quand même ont eu des rapports sexuels bien avant 17 ans. Et que surtout, ils utilisent, quand on regarde l'utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel, c'est 80%, on se satisfait, mais déjà au deuxième et troisième rapport sexuel, ils ne l'utilisent plus. Alors, je vous ai fait une plaque là pour vous rappeler, parce que c'est vraiment très très important, ce travail qui a été fait par le Haut Conseil de l'égalité entre hommes et femmes, justement un rapport relatif à l'éducation à la sexualité. Et comme vous le voyez, il rapporte ce que nous avions déjà écrit dans notre rapport ministériel. La loi du 4 juillet 2001, elle n'est pas appliquée. Regardez ici, 25% des écoles répondantes déclarent n'avoir mis en place aucune action aux séances en matière d'éducation à la sexualité et qu'en fait, on n'a pas le personnel formé et on n'a surtout pas de moyens financiers. Alors, où s'informent-ils ces jeunes? Ils s'informent essentiellement sur le net. Alors, ils peuvent trouver des informations tout à fait bonnes sur la contraception, l'IVG, encore que sur l'IVG, il faut qu'ils tombent sur le bon site, pas qu'ils tombent sur ivg.gouv et pas sur écoute IVG, c'est pas tout à fait le même. Et surtout, l'information sur la sexualité, ils vont la chercher sur le net. Et sur le net, ce qu'ils trouvent, c'est la pornographie avec des informations erronées. Une de nos propositions, c'était la proposition 10, la résistance institutionnelle à diffusion libre de toute image pornographique avec demande d'un numéro de carte bancaire dès la première image pornographique sur le net. Alors, autant de grossesse, pourquoi? Sans doute parce que ces jeunes filles ont besoin de vérifier l'intégrité corporelle, les organes de reproduction. Elles veulent se prouver leur féminité. Il y a une vraie différence entre un désir de grossesse et un désir d'enfant. Il y a aussi la recherche de complément des carences de l'enfance et certainement des expériences antérieures hostiles. Et puis, c'est souvent une prise de risque, un cri d'alarme. On a beaucoup de signes, comme je vous le disais, au niveau des addictions. Par exemple, je vous ai mis des chiffres là qui m'ont un petit peu terrifiée. Les alcoolisations ponctuelles intenses, le binge drinking, quand même, les chiffres ont augmenté de 50% en 5 ans, les hospitalisations chez les moins de 15 ans. Donc, il y a vraiment un problème. Et évidemment, quand il y a cette période de binge drinking, si cette jeune fille est sous contraception orale, vous imaginez bien que pendant le week-end où ça se passe, il n'y aura pas de prise de contraception orale. Alors, autant de grossesse, pourquoi aussi? Parce qu'elles sont persuadées que si elles ne le veulent pas, ça ne va pas arriver. La pensée magique. C'est aussi l'idée que pour être enceinte, il faut une sexualité pendant longtemps. Le premier rapport sexuel, ce n'est pas possible, on ne peut pas être enceinte. C'est sans doute aussi une transgression de l'interdit, une ambiguïté du désir de grossesse, un désir d'enfant. Il y a le désir d'enfant avec l'obtention d'un statut social. Les difficultés d'anticipation, c'est ne pas faire appel à une contraception alors qu'on est dans une situation où on risque d'avoir des rapports sexuels. Et je vous ai mis aussi les rapports sexuels imposés, l'inceste. Il faut toujours y penser. Une demande d'interruption volontaire de grossesse chez une mineure, il faut toujours penser à éventuellement ce type de sexualité. Et puis bien sûr, c'est l'absence de contraception efficace. On va y revenir. Alors justement, pour faciliter l'accès de la contraception chez les mineurs, en décembre 2013 est arrivé le tiers payant sur la part des dépenses prises en charge par la sécurité sociale pour les mineurs à la pharmacie, mais c'était totalement insuffisant puisqu'il n'y avait pas ni la consultation ni les examens biologiques éventuels attachés à la prescription contraceptive. Et vous voyez, tout cela a été réparé avec le décret de 2016 où désormais l'ensemble du parcours d'accès à la contraception du mineur est totalement pris en charge, peut être gratuite et anonyme. Alors, quand on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'elles utilisent, ces mineurs? Vous voyez la colonne 15-17 ans, elles sont quand même à peu près, pas tout à fait 60%, à utiliser une contraception hormonale. Pour ce qui est du préservatif, je vous disais, on est très content, au début c'est 80%, non, là vous voyez, c'est à peu près 40-50% des mineurs qui utilisent le préservatif, ce qu'on appelle le double Dutch. Alors quand elles utilisent la pilule, bien malheureusement, c'est pas quand on prescrit une contraception, on sait très bien que vraisemblablement, si cette contraception n'est pas tout à fait adaptée, elle ne va pas être suivie. On sait que pour les mineurs,
à peu près dans la première année, il y a 50% des mineurs et des jeunes femmes, pas seulement mineures d'ailleurs, qui ne prennent plus la contraception, et souvent même dès les premiers mois. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Beaucoup d'interruptions volontaires de grossesse sont faites chez des jeunes femmes qui ont eu un accès à la contraception, mais qui ne l'utilisent pas correctement. Alors il y a la contraception de rattrapage, c'est vrai, c'est connu. Beaucoup de mineurs l'utilisent, mais ne l'utilisent pas obligatoirement à bon escient. On a quand même des chiffres qui montrent que cette contraception de rattrapage augmente. Vous voyez, quand on regarde un petit peu les chiffres entre 2005 et 2010, ça a doublé. Ça reste stable, donc on a à peu près 40-45% des mineurs, des jeunes qui utilisent une contraception d'urgence ou plutôt de rattrapage. Mais souvent, elle n'est pas utilisée alors qu'elle devrait être utilisée. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'idée que la contraception de rattrapage, c'est dangereux. Quand on l'a utilisée une fois, on ne peut pas utiliser la deuxième fois. Et puis, il y a surtout l'idée, comme je vous le disais, que je ne suis pas à risque. Le cycle, c'est 28 jours. On m'a dit à 14e jour, j'ovule. Là, j'ai eu un rapport au 12e jour, donc ce n'est pas risqué. Donc, je ne prends pas la contraception de rattrapage. Donc, il y a surtout une non-reconnaissance du risque de grossesse dans cette tranche d'âge. C'est pour cela que dans ce rapport, nous avons beaucoup insisté sur l'importance de cette première consultation de contraception pour obtenir une bonne adhésion à la contraception proposée. Cette première consultation, pour moi, elle est franchement fondatrice. Alors, le contexte, il est complètement variable. Ça peut être, tiens, je viens pour la pilule, il faut creuser ça. Pourquoi la pilule? Est-ce que c'est vraiment la pilule qu'on va lui donner? Ça peut être une jeune femme qui va être amenée par sa mère et qui n'a besoin de rien. Ça peut être au contraire quelqu'un qui va venir avec sa maman, mais il faudra réussir à sortir la maman pour pouvoir avoir un discours vraiment isolé avec cette jeune fille. Ce qui est important dans cette première consultation, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'empathie, l'écoute, c'est créer une relation de confiance. Ce qui est important, c'est peut-être pas trop ce qu'on va prescrire, c'est surtout qu'il y ait une relation de confiance et qu'on soit dans la possibilité de revoir cette jeune fille si elle a besoin de nous revoir et si elle a, par exemple, des problèmes avec ce qu'on lui a proposé comme contraception. Il faut être ouvert, vraiment. Il faut être dans l'absence de jugement. Il faut faire très attention aux messages verbaux qui vont être lancés par cette jeune fille. Il faut lui poser des questions sur ce qu'elle considère être en bonne santé. Il faut se focaliser pas seulement sur ses comportements à risque en disant « c'est pas bien ». Il faut peut-être essayer de creuser davantage pour trouver les causes. Il faut bien sûr la conforter dans ses ressources et signifier, je ne l'ai pas mis en rouge, mais j'aurais dû signifier sa disponibilité. Si on veut être efficace, il faut être disponible. Il faut vraiment faire attention à ce qui se passe chez cette jeune fille, pourquoi elle est des conduites éventuellement à risque. Et pour cela, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à son contexte familial, à ses difficultés scolaires. Il faut insister sur le fait que souvent, ces jeunes filles, elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Donc, passer beaucoup de temps à rassurer. Alors, on ne fera surtout pas d'examen gynécologique. Il n'y a pas besoin, pour prescrire quelque contraception que ce soit, de mettre une jeune fille sur une table gynécologique. L'examen gynécologique ne se fait que s'il y a une raison, une symptomatologie, ou si c'est demandé, ou s'il y a eu vraiment une prise de risque, bien sûr. Il faut toujours penser aussi à l'abord médical de la chose. Il ne faut pas simplement s'intéresser à tout ce qui entoure cette jeune fille. Il faut aussi s'intéresser à d'éventuels problèmes médicaux et des pathologies. Donc là, bien sûr, on fera des examens, mais ce n'est pas le but de cette première consultation en général. Parler de la contraception, c'est aussi pas systématiquement donner une pilule. Ça peut être aussi proposer des contraceptions longue durée. Et d'ailleurs, c'est rappelé par l'HAS, le DU peut être posé chez les femmes nullipares. Il faut bien sûr rechercher des contre-indications. Et dans ce cadre-là, on va faire une recherche de chlamydier de façon systématique. Et puis, on essaiera... on informera sur toutes les modalités contraceptives, parce que pour certaines, ce sera plutôt l'anneau, pour certaines, ce sera plutôt l'implant, pour certaines, ce sera plutôt le dispositif intra-utérin. Ça peut être des comprimés tous les jours, la pilule, mais ça peut être aussi éventuellement, et ça c'est vraiment un problème, c'est qu'il existe des anneaux et des patchs, mais que nous ne pouvons pas proposer aux mineurs,
malheureusement. C'est peut-être le gros point noir de toutes les avancées qu'on a pu voir arriver sur l'accessibilité et la gratuité de la contraception. C'est que dans notre rapport, nous avions insisté sur le fait qu'il fallait, pour donner un panel large de modalités contraceptives dans cette tranche d'âge. Certaines jeunes filles seront très très bien avec un patch qu'elles changeront toutes les semaines, d'autres avec un anneau vaginal parce qu'elles ont une accessibilité à ce type de contraception. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut même plus les proposer. Avant, nous pouvions les proposer dans nos centres de planification. C'est même plus possible aujourd'hui, puisque, par exemple, chez moi, il n'y a plus la possibilité d'utiliser de contraception non remboursée. Ces contraceptions-là ne sont pas remboursées. Alors, pour conclure, la sexualité des adolescents, c'est une question de santé publique. Nous avions demandé la constitution de réseaux locaux d'orthogénie. Les réseaux locaux d'orthogénie, c'est rassembler tous les professionnels de santé qui peuvent faire de l'information à la vie affective et sexuelle, qui peuvent recevoir une jeune fille, qui peuvent prescrire une contraception. C'est tout un réseau de personnes formées à cette première consultation. Il y a eu des passes, je crois qu'à Paris, vous avez eu un pass avec des chéquiers, la possibilité d'aller faire une consultation. Mais faire la consultation sur le médecin généraliste du coin qui n'est pas formé à ce type de consultation, qui ne s'intéresse pas à ce type de consultation, c'est dramatique. Il faut que ce soit avec un personnel formé. Alors, la confidentialité, la gratuité pour les 15-18, moi j'ai mis, c'est plutôt acquis, encore que beaucoup de professionnels ne savent pas qu'ils peuvent faire sur une prescription de contraception, en mettant contraception mineure, obtenir la gratuité et l'anonymat. Malheureusement, une sexualité soigneusement contraceptée de manière rigide, faisant fi de tous les désirs conscients et inconscients, a peu de chances d'être tolérée par une adolescente. Il faut bien le savoir, c'est un profil particulier, l'adolescente. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une relation de confiance, de savoir qu'il y aura des erreurs, de savoir qu'elle fera, entre guillemets, des bêtises. C'est pas grave si on est là et si on peut l'aider et si on peut la soutenir. Donc la pilule, c'est pas si facile que ça à avaler. Donc pensez à d'autres méthodes, comme les contraceptions longue durée. Et le premier enjeu de cette première consultation pour les professionnels de santé, c'est apprivoiser cette jeune fille pour l'aider à grandir. Voilà, je vous remercie.